d'être présent pour ce webcast sur Rubrik. Donc je vais vous faire juste une petite introduction pas très longue sur le VMUG FR pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore rejoint la communauté. Donc le VMUG, c'est avant tout donc une communauté de gens autour des produits vSphere, VMware. On se réunit sur le Slack. Donc aujourd'hui, on a 270 membres. C'est une tendance qui grossit, c'est quelque chose d'actif, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà le cas. On a également un groupe LinkedIn, donc je vous invite également à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, on prévoit de faire, si c'est maintenu, à l'heure actuelle, c'est pas encore déterminé, mais normalement, ça devrait se tenir, ça devrait prendre place donc, le 24 septembre à Paris, le premier UserCon depuis le reboot du VMUG. Donc, on aura la chance d'avoir Joe Bagley sur la plénière. Donc, ça va être un moment important pour la vie de la communauté. Et on aura également le plaisir d'avoir tous ces top speakers lors de l'événement. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir le maintenir, cet événement, parce que ça risque d'être vraiment sympa. Voilà, je vous laisse maintenant avec notre ami Nicolas, qui va nous présenter les bonnes pratiques sur Rubrik. Nico, tu es là? Je suis là. Ok. Alors attends, j'arrête le partage. J'espère que ça pourra se tenir le 24 septembre parce que il y a du beau monde. Hop. Est-ce que tu vois mon écran? Yes. Alors on est parti. Donc merci Frédéric pour la possibilité de vous présenter Rubrik à tous. On voulait aujourd'hui faire un petit point sur la version 5.1 qui est sortie depuis maintenant un certain temps et qui amène la capacité de faire du CDP, du Continuous Data Protection, et donc de la sauvegarde et de la restore à la seconde pour vos VM les plus critiques. Moi, je suis Nicolas Gros, je suis le Field CTO pour l'Europe, pour Rubrik. J'étais le deuxième avant-vente en France et Rubrik m'a ensuite permis d'évoluer. Et c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. C'est mon premier VMUG en France. J'ai fait des VMUG en Suisse, mais jamais en France. Donc merci Frédéric, merci Noam pour la possibilité de le faire. Pour parler rapidement de Rubrik, avant de vous faire une démo, parce que je pense qu'on voit de suite beaucoup mieux l'impact de Rubrik à travers une démo, c'est juste reparler un petit peu de l'histoire. Rubrik a maintenant 6 ans. C'est une startup qui est née sous l'impulsion de 4 personnes qui venaient d'horizons vraiment différents, avec une idée qui était de changer en fait la sauvegarde, parce que la sauvegarde, c'est quelque chose qui a très peu évolué sur les 20 dernières années. Et l'idée, c'était vraiment, d'au lieu de faire une sauvegarde sur un stockage différent en attendant que le premier casse, pourquoi est-ce qu'on ne se servirait pas de cette sauvegarde qui est déjà là, qui est hébergée, que l'on fait tous les jours, pour en fait amener de la valeur et faire quelque chose d'un petit peu différent. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Rubrik et l'idée de vous permettre de faire quelque chose d'autre de vos sauvegardes avec la première chose que l'on a sortie en version 1, qui était l'idée de je peux faire une sauvegarde, je peux faire une restauration. Pourquoi ne pas se servir du stockage de Rubrik pour faire un live mount, pour démarrer une VM directement depuis le stockage de Rubrik. Et on a en fait continuer dans cette idée avec la capacité d'ensuite pouvoir redémarrer une base SQL directement depuis Rubrik et depuis l'année dernière de pouvoir redémarrer directement une base Oracle depuis Rubrik aussi, rien qu'en montant le stockage Rubrik et en redémarrant derrière la base directement. Avec ça est arrivée l'idée de aussi pouvoir aller un petit peu plus avant, toujours essayer de donner de la valeur en allant scanner directement les fichiers sauvegardés pour voir si, par exemple, ils n'auraient pas été infectés par un ransomware ou pourquoi pas avoir été chiffrés déjà par ce ransomware et pouvoir comme ça vous avertir, toujours en se basant sur les backups et toujours sans avoir à installer quoi que ce soit sur vos machines.
en tout cas pour les VM. L'idée aussi, c'est d'avoir une interface unique, d'avoir cette interface pour la sauvegarde, pour la restauration, mais aussi pour, donc je le disais, la partie ransomware, pouvoir vous avertir en cas de problème, mais aussi pour tout ce qui est gouvernance des données. Et ça donnera peut-être lieu à un prochain webcast. C'est l'idée, en fait, de pouvoir vous dire où vont se trouver vos données, les données patrimoniales, par exemple, les données RH, où elles se trouvent, sur quelle machine elles se trouvent, et potentiellement aussi sur quelle machine elles se trouvent et elles ne devraient pas être. Et enfin, le dernier, c'est vraiment l'idée de mobilité de la donnée, dans le sens où plus on avance, plus nos clients vont vers le cloud. C'est plus qu'une tendance, c'est un fait. Et on se rend compte que certains de ces clients qui sont peut-être plus avancés que les autres sont déjà passés en fait par 1, 2, 3 cloud providers et ont vraiment eu à bouger leurs données d'un cloud à un autre. Et donc l'idée, c'est vraiment, est-ce que plutôt que de le faire avec de la donnée de production, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire directement avec la donnée sauvegardée et déplacer cette donnée d'un cloud à un autre? Je vais mettre la personne qui était avec son micro ouvert en mute et je vais continuer. Donc, rubrique, comment ça marche? On a une brique qui est un serveur de 2U qui va amener sa mémoire, sa CPU, ses disques, une partie flash, une partie SATA, que l'on va pouvoir installer dans votre environnement et qui va, dès lors, pouvoir commencer à sauvegarder. Si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur la mise en production, vous pouvez vous adresser à Frédéric. Il a fait l'expérience il y a déjà quelques temps. On va ensuite découvrir l'environnement et pouvoir vraiment créer des SLA. Et je vais vous en montrer un tout à l'heure. Un SLA, c'est vraiment une politique de backup. Mais ce SLA ne va pas juste s'appliquer aux VM, aux machines Windows, aux machines X ou Y, aux bases Oracle. On va pouvoir l'assigner à la totalité. On va pouvoir avoir vraiment des SLA qui ont une perspective, qui ont vraiment, je dirais, la granularité fine que vous avez besoin dans votre entreprise et de pouvoir transformer ça en une vraie politique de sauvegarde. Vous devez avoir 4 backups par jour. Rubrique va s'assurer que vous aurez 4 backups par jour et va prendre en compte ça et va vous permettre d'oublier en fait que vous avez cette gestion à faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de clé dans Rubrique et c'est quelque chose qui existe depuis le début, c'est cette capacité à vous décharger de toute cette administration au day-to-day. On va ensuite faire la sauvegarde. Pour les VM comme pour le reste, on va faire de l'incremental forever. Alors pour les VM, on va bien sûr se baser sur le CBT, comme je dirais comme tout le monde, et on va sauvegarder tout ça en incremental forever et le dédupliquer en fonction du contenu. On va avoir une déduplication globale à l'appliance, globale au cluster, parce qu'on pourrait très bien avoir plusieurs appliances en même temps et faire grossir comme ça son cluster rubrique. Et le plus gros que l'on a actuellement fait 76 nœuds, ce qui fait 2 pétas et quelques d'espace utile, ce qui commence à faire un peu quand même. On va ensuite pouvoir permettre la restauration, et c'est là où on va arriver avec ce live mount pour les VM, pour les bases SQL, les bases Oracle, mais aussi la capacité d'aller rechercher un fichier directement, et donc de taper sur l'interface graphique, de taper par exemple host, et d'aller chercher le fichier host de la machine en question, aller remonter ce fichier directement, et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et depuis la 5.1, cette idée de Continuous Data Protection, de CDP, que je vais vous montrer dans 2 secondes, qui est en fait la capacité à installer un filter directement sur votre environnement VMware, d'aller capturer, d'aller rediriger ces IO vers le cluster rubrique directement et de vous permettre comme ça de restaurer directement la donnée, restaurer vos VM à la seconde près.
Tout est sécurisé dans le sens où on va vraiment chiffrer la donnée de bout en bout. Elle va quitter vos ESX en utilisant du NBDSSL. Elle va être stockée sur Rubrik en utilisant de l'encryption en EAS 256. Toutes les communications, les connexions à Rubrik se font en TLS 1.2. On peut faire plus sécure, mais ça va être compliqué. Et surtout, Rubrik est immuable. Chaque donnée sauvegardée sur Rubrik l'est en append uniquement. On ne va jamais retoucher, jamais réécraser, jamais modifier une donnée qui a été sauvegardée. Ce qui nous permet d'être complètement immuable au cas où votre entreprise se fasse hacker bêtement ou un ransomware en fait infecte une partie de l'environnement. Les ransomware maintenant vont aller encrypter la donnée, encrypter les sauvegardes directement. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas avec Rubrik. Et il y a déjà eu des exemples dont la mairie de Durham aux États-Unis qui a gentiment témoigné pour nous sur cette capacité-là et sur le fait qu'ils ont pu survivre à cette attaque de ransomware qui a eu lieu il y a 2 mois. Et enfin, l'archivage vers le cloud, qu'il soit public ou privé, avec la capacité vraiment d'aller stocker vos données pour le long terme. On n'est pas obligé d'avoir 2 pétas de rubriques. On pourrait très bien avoir un cluster, 2 clusters et aller stocker derrière sa donnée, que ce soit chez AWS, que ce soit chez Azure, ou pourquoi pas dans son cloud privé avec un Red Hat Ceph, par exemple, comme pour le CIB, là où travaille Frédéric, ou les autres, par exemple, Scality, un Cloudian, ou bien directement, pourquoi pas, un share NFS X ou Y. Le CDP, et je m'arrêterai si jamais il y a des questions. Le CDP, c'est vraiment l'idée d'installer un filter VAIO dans l'entièreté de vos ESX, directement via l'ESX Agent Manager. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est complètement transparent et complètement supporté par VMware et qui va ensuite vraiment faire de l'Y et aller pousser la donnée directement vers votre back-end SAN ou NAS ou autre, et donc vraiment aller écrire dans vos VNDK, mais aussi aller écrire dans le flash de rubrique pour nous permettre derrière de faire cette restauration-là. Je vais m'arrêter juste 2 secondes avant de passer à la démo. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas, soit via le chat, soit directement en prenant la parole. N'hésitez pas à vous démuter et à me poser des questions. Une question de Julian Caillé. Si je perds mon rubrique localement, puis exploiter mes sauvegardes dans le cloud? Oui, complètement. Soit directement depuis le cloud, en installant ce qu'on appelle un cloud cluster et en restaurant directement les données, soit depuis votre site, votre data center ou un site X ou Y, et pouvoir directement aller restaurer la donnée avec un rubrique virtuel. Est-ce qu'on évite les snapshots DVM? Je suppose que la question est liée au CDP. Non, on n'évite pas le snapshot DVM. Le CDP vient en plus des snapshots DVM et je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Pas d'autre. Ah, TLS V1 n'est plus que conseillé, TLS2 est OK. On est là en ce moment en 1.2, donc c'est la dernière release de la TLS V1. Je ne sais pas pour la TLS2, mais je vais regarder. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais le garder ouvert sur un petit coin de l'écran. Je vais ensuite passer directement ici à l'interface de rubrique. Tout d'abord, aller regarder un petit peu les SLA, que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, et ensuite aller sur la partie VMware et la partie CDP en elle-même. Donc là, vous voyez le dashboard de rubrique avec, je dirais, du reporting de base. Oh, ouais. Oui. Non, rien. Je croyais que ça n'avait pas encore basculé, c'est pour ça. Ah, d'accord. Je dois avoir dans le partage.
Donc ici, du reporting sur les dernières 24 heures. Combien est-ce qu'on a de jobs qui sont complétés? Combien est-ce qu'on a de jobs qui ont pu mal se passer? Combien sont toujours en cours? Les stats sur la brique en question, les taux de déduplication, la capacité de la machine et ensuite les SLA domaines. Un SLA domaine, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une policy de backup que vous allez pouvoir définir ici. On va en créer une directement qu'on va appeler vmug fr, où on va directement définir le nombre de sauvegardes que l'on veut. Et là, on va faire quelque chose d'assez agressif pour une de vos applications clés dans l'environnement que vous avez, avec, pourquoi pas, un backup toutes les 4 heures pour 7 jours, un backup par jour pour 31 jours et un backup par mois pour 12 mois. On veut potentiellement ne pas tout stocker sur Rubrik et donc on va aller archiver la donnée et on va dire que l'on veut archiver cette donnée vers par exemple un NFS X ou Y et dire que l'on va garder 30 jours, 31 jours directement sur Rubrik et ensuite aller archiver directement après ces 31 jours sur ce cher NFS. On peut aussi vouloir répliquer et avoir un deuxième rubrique sur un site secondaire et ici répliquer directement sur une autre machine et aller garder la donnée sur ce site de réplication pendant 31 jours. Et donc, on aura la capacité à reprendre ses backups sur ce deuxième site, à restaurer directement sur ce deuxième site, à faire des live mounts directement sur ce deuxième site. Mais j'ai oublié un truc assez important qui est cette partie CDP. On va pouvoir ici, par exemple, cliquer sur le CDP et dire que l'on va garder des recovery points pendant ici 4 heures. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, donc le SLA va être créé directement, on va pouvoir aller l'assigner directement à n'importe quel VM, mais comme on veut avoir cette capacité à faire du CDP, on va aller installer CDP d'abord. Pour ça, on va aller sur la partie vCenter. Là, j'ai déjà un vCenter qui est ajouté, mais on pourrait très bien vouloir en ajouter un nouveau. Aller mettre directement l'IP ou le FQDN de ce vCenter, le user, le password, avec des advanced settings si jamais on a des Trust Root Certificates. On clique sur Add, on va aller automatiquement découvrir ce vCenter, se connecter, récupérer les VM, récupérer les hosts, etc., etc. Et ensuite, on va pouvoir aller se connecter directement sur ce vCenter. On voit là que le cluster a son CDP filter qui est déjà installé et up-to-date. Et si ce n'était pas le cas, on aurait ici un petit Install CDP Filter. Et en fait, on aurait juste à cliquer ici et le filter irait s'installer directement. On va faire des calls API au vCenter et on va aller récupérer le filter qui est hosté sur Rubrik directement, l'installer via le SX Agent Manager. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va aller directement sur votre vCenter, ici dans vos ESX, et ça va aller créer ce nouveau filter qui s'appelle Rub.io Filter. On n'a malheureusement pas pu choisir le nom, donc on se retrouve avec ce nom-là, qui est un peu particulier, qui, bon, par contre, se définit bien avec un IO Filter, sa version. Il est de type réplication parce qu'il va nous permettre justement de répliquer ces données. Le vendeur, c'est Rubrik et on voit bien que c'est le Rubrik IO Filter. Il va installer cet IO Filter, mais il va aussi aller installer une storage policy et on va pouvoir aller vérifier ici qu'elle a bien été installée et on va voir ici qu'on a bien une storage policy rubrique 1 qui a été installée et c'est la rubrique storage policy for CDP enabled SLA. Donc ça, c'est créé automatiquement. Il n'y a rien à faire, mais je voulais vous le montrer pour que vous compreniez bien comment c'est installé et comment ça fait pour communiquer directement avec rubrique derrière. On peut ensuite aller voir, pourquoi pas, une des VM directement. Une fois que la VM a été ajoutée en fait dans le SLA en lui-même, on va pouvoir voir directement
ici sur la machine qu'elle a été assignée à la storage policy rubrique 1 et qu'elle est compliant. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vérifier du côté rubrique. On va pouvoir, par exemple, ici, taper le nom de cette VM et donc aller, je pense qu'elle s'appelle Eric. Hop, et c'est la machine de Eric Lefurge qui est ici en local, qui est dans le SLA CDP. Et donc, on va voir que la machine est connectée. Elle est dans le SLA CDP 4h30 day. Et on va pouvoir cliquer, par exemple, ici sur le jour d'aujourd'hui. On voit qu'on a des backups ici, le point bleu ou vert en fonction de comment vous appelez cette couleur-là. On va pouvoir sélectionner ces backups et voir à quelle heure ils sont passés, mais aussi choisir ici de restaurer en bougeant ce petit curseur à n'importe quelle heure, minute, seconde sur les 4 dernières heures. Et donc là, vraiment pouvoir choisir de monter la machine, d'exporter cette machine ou de faire ce qu'on appelle un instantly recover. Et la différence entre le mount et l'instant recover, elle est assez simple. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. L'instantly recover, c'est vraiment l'idée de ma VM est perdue. Ma VM a fait un blue screen pour une raison X ou Y. Je vais cliquer sur instantly recover. Ça va arrêter la machine d'origine. Ça va la renommer en deprecated et le nom de la machine. Et ça va booter le backup en lieu et place. Alors que le mount, c'est vraiment l'idée de je vais aller restaurer cette machine, je vais pouvoir choisir sur quel cluster je vais la monter et je vais directement essayer de monter la machine. On va pouvoir regarder ici, donc on voit que le mount est en train de démarrer sur SAND1 ESX02 et on va pouvoir ici aller vérifier, on est bien sur SAND1. On va pouvoir aller regarder ici ce qui va se passer et voir qu'on va créer directement des shares NFS ici, que l'on va monter comme un nouveau data store NAS, créer une nouvelle machine virtuelle, on la voit arriver ici, qui va avoir le nom d'origine plus la date et l'heure de restauration, et de suite démarrer cette machine. C'est des choses qu'on peut bien sûr enlever, checker, unchecker, etc. Et donc là, on va voir la VM en train de booter. Et ça a pris quelques secondes. Alors certes, elle n'est pas très grosse, mais ça a quand même pris que quelques secondes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, il me semble que oui. Ok, très bien. Donc c'est Raphaël qui demandait si que la version de TLS c'était bien 1.2 ou 1.3. Et on est en 1.2 et il me semble que la 1.3 est en train d'être qualifiée. Est-ce que vous avez des sur cette intégration de CDP et sur la façon de configurer, de sauvegarder, de restaurer? N'hésitez pas sur le chat. Juste pour revenir à la question de Michael Hervé, si on regarde ici directement sur l'interface graphique, le SLA que j'avais créé tout à l'heure faisait un backup toutes les 4 heures. C'est aussi ce qu'on a là sur ce SLA, CDP 4 heures pour 30 jours. Et donc, on a bien un snapshot, un backup point in time toutes les 4 heures. On peut voir directement ici sur les petites icônes qu'il est répliqué vers un autre cluster. On peut voir aussi qu'il est archivé dans le cloud et on va pouvoir derrière aller le récupérer, aller le restaurer directement. Ce que je disais par rapport à la restauration directe, c'est la capacité ici, on voit le petit search by file name. Si on veut ici, par exemple, aller chercher un fichier, comme par exemple le fichier host, vous me direz sur un Windows, c'est quand même assez peu utilisé, mais quand même, on va pouvoir aller ici directement, voir ce fameux fichier host, voir les différentes versions, quand est-ce qu'il a été sauvegardé, et pouvoir aller directement restaurer ce fichier, soit le télécharger et donc le récupérer directement sur son environnement, sur son PC, sur son laptop, le restaurer et donc le restaurer en lieu et place, ou bien alors l'exporter et aller le restaurer
sur une autre VM, quelle qu'elle soit, dans un path que l'on va choisir, par exemple c2.temp, en utilisant les VM tools, par exemple, avec les bons user password, et cliquer sur Finish pour faire la restauration. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions pour l'instant. Vous allez me dire, on peut restaurer, on peut remonter des VM, on peut remonter des bases, etc. C'est bien, mais comment est-ce que je peux m'assurer justement que tout le monde ne puisse pas le faire? Parce que downloader, télécharger un fichier depuis n'importe quelle VM vers n'importe quelle VM, ça reste un petit peu limite comme procédé. On reste en France quand même, donc tout le monde ne devrait pas avoir le droit ou la capacité à aller récupérer les fichiers des autres, surtout dans des gros environnements. Et on va pouvoir aller directement ici dans la partie Airbag et aller par exemple ici créer un rôle spécifique. Donc là, on va avoir un certain nombre de users qui sont soit des users locaux, soit des users que l'on va ajouter directement depuis l'Active Directory. Donc, que ce soit un AD ou que ce soit un LDAP. Et on va pouvoir aller créer des rôles spécifiques, soit depuis des templates, soit en créer un custom. Et on va pouvoir rentrer ici directement et avoir un rôle vmugfr où on va pouvoir assigner un certain nombre d'objets en disant moi je veux lui assigner un certain nombre de VM directement, ou pourquoi pas un certain nombre de folders, que ça soit directement au niveau de l'ESX ou ça soit en descendant directement dans le data center ou des folders spécifiques, que ça soit ensuite au niveau du cluster. Aussi donner la possibilité de sélectionner ceux qui sont actuels ou ceux qui sont futurs, et donc s'assurer que quand de nouvelles machines seront créées, la personne aura la capacité à les voir ou à les sauvegarder, les restaurer directement. Comme je disais en préambule, pour ne pas avoir besoin d'y revenir à chaque fois et pour vraiment simplifier cette partie administration. Et donc, on va pouvoir sélectionner ici toutes les VM qui viennent de ce folder-là. Pourquoi pas sélectionner un certain nombre de SLA, sélectionner aussi, pourquoi pas, des rapports, parce qu'on pourrait très bien avoir un certain nombre de rapports que cette personne-là doit avoir. Et ensuite, aller assigner des privilèges spécifiques et donc lui donner le droit d'assigner des VM à un SLA ou pas, lui donner la possibilité de supprimer une machine d'un SLA ou pas, de lancer des backups on demand, ça peut être assez intéressant. Et ensuite, ce que je disais, la capacité à vraiment restaurer. Et comment est-ce qu'on va pouvoir restaurer? Est-ce qu'on a le droit de télécharger des fichiers directement sur son poste ou pas? D'exporter et donc de pouvoir restaurer vers une VM différente, vers un NAS différent, vers un serveur Linux ou Windows différent, ou bien restaurer des fichiers ou des snapshots sur l'original, c'est-à-dire physiquement aller scratcher la donnée d'origine. Ça, ce n'est pas forcément une bonne chose, donc on va lui supprimer. Par contre, on va lui donner la capacité de faire du live mount, parce que le live mount n'est pas destructif. On va donc pouvoir s'assurer que la personne n'ira pas compromettre les données de production. Et une fois qu'on a fait ça, on fait next et on va pouvoir derrière aller assigner à un user, aller assigner à un groupe ces fameux rôles-là. Et donc, on pourrait très bien aller chercher directement dans l'Active Directory ici, rubrique démo. Je vais aller me chercher, moi, si j'arrive à taper mon nom correctement, directement récupérer mon nom et aller m'assigner à un ou X rôle. Par exemple, je crois que j'ai un rôle Oracle et aller m'assigner un rôle de Dev Oracle qui n'aura qu'une vision sur un certain nombre de machines. Ça peut être utile quand vous allez, je dirais, aller plus loin dans la définition des rôles. Si vous voulez avoir, par exemple, des contracteurs, des sociétés différentes que vous employez, des sous-traitants ou autres,
et leur donner accès à un certain nombre d'environnements, à la totalité des environnements, mais pas avec la capacité de tout faire, etc., etc. Je crois qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que la recherche de fichiers fonctionne également sous Linux? Oui, tout à fait. La recherche de fichiers fonctionne sous Linux. On peut aller directement prendre n'importe quelle machine Linux, que ce soit une VM ou que ce soit un host ici Linux qui pourrait très bien être une machine physique, et aller directement dedans et aller chercher n'importe lequel des fichiers. On n'a pas de sauvegarde, mais on peut aller le récupérer directement. Est-ce que l'on peut faire des jobs de vérification des backups en utilisant le mount ou avec des rapports, comme demande Michael Hervé? On peut faire des jobs de vérification des backups en utilisant le mount. C'est quelque chose que l'on n'a pas directement dans l'interface graphique, mais c'est quelque chose que l'on a développé directement à côté, soit avec notre SDK PowerShell, soit avec notre SDK Python. C'est des choses qui existent déjà sur un site collaboratif qui s'appelle bulle.rubric.com. En fait, vraiment une plateforme d'échange où on a un certain nombre de développeurs chez nous, que ce soit des avant-ventes, que ce soit dans l'engineering, qui vont avoir IP, SD, donc que ce soit du PowerShell, du Go, du Python, derrière cette capacité à vérifier, générer des rapports ou faire plein d'autres choses, comme faire par exemple des live mounts sur différentes machines, faire déplacer des machines d'un serveur à un autre. On a même un client qui a développé un ensemble de scripts qu'il a ensuite mis dans une SDK pour en fait déplacer des VM de son data center vers AWS en cas de cyclone, parce qu'il habite au sud de la Floride. Et donc, il avait besoin de s'assurer que ces machines survivraient à un ouragan, et il a développé ça avec Fabric. On a aussi tout un tas d'intégrations avec des outils tiers, comme vRealize, vCloud Director, qui a été renommé récemment, mais aussi avec Splunk, avec CloudForms, Prometheus, etc., etc. Donc, vraiment, la capacité de s'intégrer avec ce qu'on veut, parce que la base chez Rubrik, c'est que tout soit API. Et en fait, on est les premiers utilisateurs de notre API, dans le sens où chacun des clics que je fais là sur l'interface, c'est en fait un call API vers le cluster Rubrik en lui-même. Et donc, tout peut être automatisé, tout peut être modifié, adapté à vos besoins, à votre environnement et à ce que vous voulez en faire. Sur la partie rapport, il y a déjà un certain nombre de rapports pré-créés qui existent dans Rubrik, que l'on peut modifier à loisir, avec ici la capacité de voir directement l'état des sauvegardes, la compliance avec CSLA. Donc ça peut être assez intéressant pour tout ce qui est management, si vous avez des audits, si vous avez ce genre de choses-là. La capacité du système, avec le nombre de terras stockés, disponibles, archivés, etc. Et aussi ici la capacité du stockage local et exactement combien est utilisé et où. Et quelque chose qui peut être assez utile si vous avez du chargeback, si vous devez en fait imputer l'utilisation du stockage à une organisation ou une autre, on va en fait pouvoir voir ici l'utilisation du stockage par SLA domaine. Et donc, si vous créez un SLA domaine par client que vous pouvez avoir ou par organisation chez vous, un SLA pour la RH, un SLA pour X ou Y, vous aurez la capacité de savoir exactement quel est le stockage local utilisé par ce SLA. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat, n'hésitez pas. Je pense qu'on a fait un tour rapide de la question. Il y a beaucoup de choses à dire, mais qui vont assez rapidement avec Rubrik. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit simple. J'ai une question, c'est Frédéric. J'ai une question par rapport au CDP. Il y a des métriques particulières à surveiller quand tu mets des VM en CDP? Alors, oui et non. De base,
sur le CDP, on a la capacité de faire par défaut 5 VM par nœud, c'est-à-dire 20 VM par brique. Pourquoi? Bêtement, pour éviter de, je dirais, les clients qui ne regardent pas, parce qu'il peut y en avoir, et qui vont aller assigner la totalité de leur environnement sur le CDP. Et là, pour le coup, aller potentiellement impacter non pas Rubrik, mais aller impacter leurs ESX, parce qu'il y a quand même un provisioning mémoire qui est fait sur le SX. Et pour le coup, on ne veut pas impacter, nous, les machines sources, les machines du client. Et donc, on a limité pour l'instant à 5 VM par nœud, donc 20 VM par brique, le nombre de VM disponibles en CDP. Quelle que soit la taille de la brique. Quelle que soit la taille de la brique, ouais, tout à fait. D'accord. Et le principal use case pour le CDP, c'est quoi? Le principal use case, c'est en fait toutes ces machines critiques, ce que je disais tout à l'heure, les machines clés de l'environnement qui ont ce besoin de restauration à la seconde près. Alors, ça peut être, en suivant bien sûr les use cases, l'application de billing, ça peut être l'application de la RH, en fonction évidemment de ce que vous faites. Et pour le coup, ça va vraiment être la capacité à remonter au dernier point ou au point le plus précis dans le temps, et à remonter ça à travers le reporting que je suis en train de montrer là à l'écran, qui va en fait montrer directement le nom de la VM, le SLA, savoir si le CDP est actif en local et si la réplication se passe bien, et aussi vous donner derrière le remote recovery point et en fait vous dire quel est le lag en fait entre votre backup local et le backup à distance. Et comme ça, vous permettre d'ajuster au mieux vos RPO, parce qu'on n'aura pas un RPO 0, ça c'est pas possible, c'est quelque chose qui sera Non, mais fait directement on peut tendre vers. via VMware, mais tendre vers ce RPO 0 exactement. Et alors du coup, je vais plus loin dans la question. Une application critique, on pourrait penser à une application à base d'Oracle. Mhm. Est-ce que ça rentre aussi dans le use case? Est-ce que c'est pleinement pris en compte par Rubrik? Est-ce qu'on a la capacité de restaurer une base Rubrik au travers du CDP de manière consistante? Alors, de manière consistante, je vais faire une réponse de Ouais, Normand. c'est pas Voilà. garanti, mais Alors, en fait, si. Garantie, c'est garanti, parce que tu prends l'exemple d'une base Oracle, tu as repris autre chose, j'aurais peut-être pas pu te répondre. Mais les bases Oracle sont ACID compliant, dans le sens où elles garantissent en elles-mêmes l'intégrité de leurs données. ouais. Et donc, physiquement, si tu restaures une base Oracle avec le CDP, Oracle va tenter la réparation de sa base, parce que quand elle va s'ouvrir, elle ne sera pas forcément consistante en elle-même, mais Oracle va tenter la réparation de sa base, va appliquer les transaction logs ou les archive logs jusqu'au dernier moment possible, et donc te rendre une base consistante. Alors, à combien de secondes avant ton backup, ça c'est difficile à quantifier parce que justement on n'a pas d'intégration directement, mais ta base sera up et consistante à un point dans le temps proche du point à laquelle tu l'as restauré. Ok. Et alors, Effectivement, il n'y a pas d'intégration directe entre la base en elle-même et ce filter d'IO, parce que justement, ça se passe vraiment à un niveau en dessous, au niveau de l'IO et non pas au niveau de l'application en elle-même. Même et chose alors, pour les bases SQL, par exemple. et quand on a une application 3 tiers classique, est-ce qu'on peut faire un groupe, comment dire, je sais pas, un SLA qui viendrait prendre le backup, enfin le CDP en fait au même moment pour avoir une certaine consistance en fait dans la chaîne applicative? Non, pas encore. C'est quelque chose qu'on est en train de regarder pour justement amener cette idée de grouping qui a pas vraiment d'intérêt sans le CDP, dans le sens où sans le CDP, par contre, comment est-ce que tu peux t'assurer que tous tes snapshots VSS sont lancés en même temps, Eh oui. typiquement. Et ça, c'est impossible physiquement, parce que même Windows ne peut pas te le garantir. Et donc, ça reste assez compliqué. Par contre, au niveau CDP, ça serait possible.
Et c'est quelque chose qu'on est en train de regarder sur comment faire ces regroupements et comment les présenter au mieux. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus simple à gérer. Tout en sachant que quand on va faire ces backups, on ne va faire du CDP que dans des SLA spécifiques. Il faut que ton SLA, comme je l'ai montré tout à l'heure, ait ce fameux tag SLA active, CDP active. Et pour le coup, vu que l'on va prendre en compte toutes les VM qui sont dans ce SLA-là, toutes les VM toutes tes VM seront sauvegardées en continu sur les X dernières heures, les 4 dernières heures dans l'exemple, en même temps, si tu veux. Et donc, physiquement, tu pourrais très bien revenir au même instant dans le temps sur chacune de ces VM. Alors après, ça ne sera pas forcément à la seconde près dans la dernière minute, mais passer la dernière minute, tu pourrais très bien choisir la même seconde. Parce qu'on peut le voir ici, on a par exemple 47 secondes, 48 secondes, 39 secondes de décalage. Et donc, on pourrait très bien dire, il y a une minute, ben, je prends l'état à, par exemple, 2h40 et 00. Et ça, on pourrait le faire sur toutes les VM qui sont ici dans l'interface graphique. Et ça, c'est possible. Okay. Et peut-être qu'on peut déjà faire un semblant, enfin on peut s'approcher de ce qui est recherché là en faisant un groupe avec les API, en déclenchant peut-être via API comment dire, la prise de recovery point sur Rubrik, ou c'est pas encore dispo ça sur l'API? Et pour le coup, tu n'en as pas besoin. Parce que Ah oui, c'est automatique, ouais. dans le SLA de base, tu vas faire ce backup en continu sur tes 4 heures. Et donc, typiquement, tu pourrais revenir à n'importe quel point dans le temps sur ces 4 dernières heures sur les X machines qui forment ton groupe. Ok. Après, la vraie question, c'est est-ce que les applications seront consistantes parce qu'elles traversent le réseau et donc est-ce qu'elles seront en phase si tu les prends toutes à la même seconde? Et ça, c'est un autre débat. Il y a des prérequis pour le CDP en termes de réseau? En termes de réseau, non. En termes de version de VMware, oui. On est en 6.7 et supérieur. Et en termes de raison, non. Mais Rubrik a de base un prérequis d'avoir au moins du 10 gigas, ne serait-ce que pour la connectique entre les nœuds et donc les nœuds de Rubrik et le SX. Des questions dans le chat, peut-être? Non, je ne crois pas. vSphere 7, demande Julien Mousqueton. C'est en cours de qualification et on espère la sortir avec notre prochaine release mineure qui devrait arriver incessamment sous peu. Si pas d'autres questions, il me restait 2-3 slides, je pense. Mais je crois qu'on a couvert la grosse partie. On a couvert donc la partie CDP, la partie immuabilité pour lutter contre les ransomware. Ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé, mais qui est vraiment extrêmement importante dans le sens où on le voit de plus en plus souvent, même, je dirais, en ces temps troublés de Covid-19, de confinement à la maison, etc. Malheureusement, les pirates sont toujours actifs. On a encore énormément de clients qui ont eu des alertes en France et ailleurs. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité dernièrement, mais certains hôpitaux de la PHP ont été infectés par des ransomware pendant le pic du Covid, ce que je trouve juste incroyable. Mais l'idée avec Rubrik, c'est vraiment
de s'assurer que vos sauvegardes sont immuables, que tout soit sécurisé pour vraiment vous permettre de remonter ces données-là. On ne va pas prévenir le ransomware en tant que tel, on ne va pas pouvoir vous alerter, attention, quelqu'un a ouvert un mauvais email, etc. Mais par contre, on va pouvoir s'assurer que vos données sont là, sont stockées sur Rubrik et que vous pourrez les restaurer quand vous en aurez besoin. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ça donnera l'occasion de faire un autre webcast sur Rubrik, mais peut-être plus avec un focus sur les produits justement liés à la sécurité et l'anticipation des incidents, autour notamment de radar. Enfin, je pensais surtout à radar. Ouais. Donc bon, ça sera d'ici le mois de juin, je pense. On verra ça avec Nico pour vous proposer des dates pour un nouveau webcast à ce sujet. C'est effectivement une bonne idée. La partie airbag pour la ségrégation des droits, je vous l'ai montré tout à l'heure avec la capacité vraiment de faire une ségrégation fine et de vraiment descendre au plus près des besoins, que ce soit pour vos utilisateurs, pour aussi vous assurer que les utilisateurs ne puissent pas tout casser à la maison. Et vraiment l'automatisation avec les API, avec donc les SDK qui sont disponibles, du PowerShell, du Python, les intégrations avec le monitoring, avec ServiceNow, avec Viralize, avec vCloud Director, avec du Chef, du Puppet, etc. etc. Du contrôle M, du Dollarus si vous avez encore des schedulers externes de ce type-là. Et donc tout est disponible sur Build. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a des clients qui vont commencer à utiliser ce SDK, qui vont en fait le remodifier derrière pour aller attaquer leur base de données spécifique, pour aller attaquer un use case spécifique et qui vont ensuite publier directement dans le GitHub leurs modifications pour que ça soit vraiment utile au plus grand nombre. CDP est-il compatible vSAN? Oui, parce que vSAN va en fait avoir la même configuration, c'est-à-dire avoir des ESX, etc. Et le ESX Agent Manager est là, donc on va pouvoir installer directement l'IO filter sur les ESX dans vSAN. Et comme je disais il y a longtemps, ne sauvegardez plus, allez de l'avant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Non, mais s'il n'y a plus de questions, c'est que le webcast prend fin. J'en profite pour vous rappeler que demain, on a un webcast sur le portfolio Tanzu. Donc, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et puis, donc, comme je l'ai évoqué précédemment, un des futurs webcasts, ça sera, on aura un futur webcast sur les sujets de sécurité autour de Rubrik, et sans doute également sur les features de la 5.2, parce que même si Nico a fait sa démo sur la 5.2, on n'a pas balayé les fonctionnalités de la 5.2 précisément, quoi. Donc, Ouais. ça devrait arriver, sous peu. Sous peu. Voilà, donc faut rester branché sur le Slack notamment du VMUG. Merci Nico pour la présentation. À ta dispo. Et puis merci à tous Merci pour l'invitation. d'avoir été présents sur ce webcast. Merci pour les questions. Bonne journée à tous. À bientôt.